Donc dans cette vidéo, on va explorer la philosophie de Platon, qui, comme vous le savez, est un des philosophes les plus influents de la philosophie occidentale. Et sans plus attendre, on va s'intéresser au contexte historique et culturel de l'Athènes du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ, où Platon a vécu et a développé sa philosophie. Donc la première chose à savoir, c'est que la démocratie athénienne était un système politique assez unique pour l'époque. On dit même souvent que Athènes c'était la première démocratie. Mais alors c'était pas vraiment une démocratie dans le même sens qu'on l'entend aujourd'hui. Parce que, en effet, les citoyens votaient directement pour les décisions politiques, et donc en ce sens c'est différent de notre démocratie actuelle, parce que il n'y avait pas de représentants, les citoyens vraiment votaient directement pour les lois, alors que nous par exemple on a des députés ou des sénateurs qui votent les lois en notre place, ou plutôt qui nous représentent. Là, à Athènes, c'était vraiment les citoyens qui votaient directement. Mais, par contre, la différence, c'est que les citoyens, c'était une partie très très limitée de la population. Et c'est donc ce système qui a influencé la politique de Platon, et on va le voir par la suite, il est d'ailleurs assez critique à l'égard de la démocratie. Bon après, même si Athènes était une démocratie, tout n'était pas tout rose, et c'est même loin d'être le cas. Puisque Athènes a connu de nombreux conflits et de nombreuses tensions, en particulier avec Sparte, sa principale rivale. Et en particulier, les guerres du Péloponnèse, qui étaient un ensemble de conflits entre ces deux cités-États, ont vraiment marqué cette période et particulièrement ont influencé la pensée politique et sociale de Platon. Après, même s'il y avait des tensions politiques, il n'empêche que Athènes à cette époque c'était vraiment un centre culturel et artistique. Et en particulier, le théâtre, la poésie, la sculpture, c'était des formes d'art très appréciées et qui ont façonné la vision esthétique et artistique de Platon. Et d'ailleurs, on le verra un petit peu, Platon a une vision qui est assez critique à l'égard des artistes. Et puis, dernièrement, donc après ces tensions politiques, après ce contexte vraiment culturel foisonnant, eh bien, il y a également un contexte intellectuel qui est très très particulier dans l'Athènes de cette époque. Et en particulier, à côté des philosophes, il y a un autre groupe d'intellectuels qui sont les sophistes, et qui ont beaucoup marqué la philosophie de Platon. Donc juste pour le dire brièvement, les sophistes c'était des enseignants un petit peu itinérants qui proposaient des cours de rhétorique et de philosophie. Et Platon est particulièrement critique à l'égard de cette méthode, mais même s'il est critique, ça a beaucoup influencé sa pensée, sa philosophie, et on va le voir, on retrouve de nombreux sophistes dans ces dialogues qui représentent souvent le point de vue opposé de Socrate. Donc maintenant qu'on a vu de façon un petit peu générale le contexte historique et culturel d'Athènes à cette époque, on va s'intéresser un petit peu plus précisément à la biographie de Platon. Donc Platon, il est né vers 427-428 à Athènes, dans une famille aristocratique. Son père, Ariston, était issu d'une famille noble, alors que sa mère, Périctonée, elle descendait du législateur et du poète Solon. Et ça, ses origines aristocratiques, c'est pas anodin, parce qu'on va voir par la suite que Platon est très très marqué par l'aristocratie, et ça va vraiment influencer sa vision de la société, et plus précisément sa vision de la philosophie politique, comme on va le voir avec la République. Et non seulement ça va l'influencer plus tard, mais en fait ça va l'influencer concrètement dans sa jeunesse, puisque en tant que membre de l'élite athénienne, Platon il a vraiment bénéficié d'une éducation de qualité. Donc il a étudié la littérature, la musique, la gymnastique, les mathématiques, et puis en plus de ça, il a également été exposé à des idées de philosophes présocratiques, et puis également des sophistes, même s'il est plus critique à leur égard. Mais le penseur qui va vraiment marquer une influence qui est considérable, l'influence la plus importante de Platon, c'est bien évidemment Socrate. Socrate qu'on va retrouver dans les dialogues de Platon, et qui est vraiment le maître à penser, le maître de Platon, son influence la plus importante. Donc Socrate, lui, c'est un philosophe athénien, et contrairement aux sophistes, lui, il enseignait gratuitement, et il posait des questions sur la morale, la justice, la connaissance. Si vous voulez, Socrate, il était un petit peu embêtant d'une certaine manière, parce que dès que quelqu'un pensait savoir quelque chose, eh bien lui, il l'interrogeait et lui montrait au final que, en fait, il savait pas tant que ça ce qu'il croyait savoir. Ce mode d'enseignement là, de Socrate, qui est basé sur des dialogues, des questions, ça a grandement influencé l'écriture de Platon. Et on va le voir, d'une certaine manière, Platon il trahit un petit peu la pensée de Socrate, puisque Socrate, son propre, c'est qu'il n'a rien écrit, parce qu'il ne voulait pas écrire apparemment, puisqu'il considérait que lorsque l'on écrivait, eh bien ça trahissait finalement tout l'échange que l'on peut avoir dans un dialogue philosophique, ça posait les choses, ça figeait les choses. Platon le dit comme ça, il dit que l'écrit c'est l'être morte, en citant Socrate. Ce qui fait que Platon, dans ses dialogues, il fait un peu un entre-deux, parce que il trahit Socrate puisqu'il écrit, mais néanmoins il écrit des dialogues, donc par le biais du dialogue, il conserve un petit peu le dynamisme de la pensée que l'on retrouvait dans les échanges entre Socrate et puis les philosophes de l'époque athénienne.
Cependant, le problème c'est que Socrate, en 399, il est accusé par le régime athénien de l'époque de corrompre la jeunesse, et donc à cet égard, eh bien il est condamné à mort, il doit boire la ciguë, et ça c'est vraiment un épisode capital dans la vie de Platon, parce que ça le marque énormément, et pour lui ça représente vraiment une injustice, le fait que Socrate soit condamné à mort, et ça va vraiment considérablement influencer sa pensée philosophique par rapport à ce que c'est que la justice. À la suite de ça, Platon, il entreprend plusieurs voyages, notamment en Sicile, et c'est à cette période où il rencontre d'autres philosophes et puis des mathématiciens tels que les pythagoriciens. Les pythagoriciens, ils sont assez importants parce qu'ils ont une vision très très abstraite finalement des mathématiques, et ça on le retrouvera un petit peu, même assez fortement dans la philosophie de Platon par rapport au monde des idées. Et puis Platon, il fait également d'autres rencontres, par exemple Denis l'Ancien, qui est le tyran de Syracuse. D'ailleurs, ça conduit un petit peu à un échec, puisque sa tentative pour influencer la politique de Syracuse, ça ne mène pas à grand chose, mais toujours est-il, c'est une expérience qui renforce sa conviction que les philosophes devraient jouer un rôle plus important dans la politique, et même plus que d'influencer, en fait, que concrètement les philosophes devraient gouverner activement les cités. Donc à la suite de ça, en 387, Platon il fonde l'Académie d'Athènes. L'Académie, c'est en quelque sorte la première institution d'enseignement supérieur en Occident. Plus que spécialement dans la vie de Platon, c'est un moment assez important dans la culture occidentale. Et cette académie, c'est en quelque sorte un lieu de recherche, d'apprentissage, c'est une sorte d'université en fait pour l'époque. Et puis on y apprend des choses telles que la philosophie, les mathématiques, les sciences naturelles. Vous voyez, c'est vraiment un lieu intellectuel qui est très très important, qui est très très intéressant. Et pour continuer un petit peu cette chronologie, vous voyez, on a Socrate qui est le maître de Platon, et ensuite on va aussi avoir un autre philosophe qui est très très important, qui participe à l'Académie d'Athènes, qui est Aristote. Et Aristote, comme vous le savez, ça deviendra un philosophe très très important par la suite. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que parfois on pense que l'Académie de Platon, elle n'a existé que pendant la vie de Platon, alors qu'en réalité elle a duré très très longtemps, puisqu'elle a duré près de 900 ans, et en fait elle n'a fermé que en 529 après Jésus-Christ, par l'empereur Justinien. Donc pendant tout ce temps, pendant 900 ans, eh bien elle a vraiment influencé la pensée occidentale. Alors maintenant qu'on s'est intéressé au contexte et puis à la vie de Platon, on va maintenant se pencher un peu plus vraiment sur ses idées. Et pour ça, on va vraiment se concentrer sur 3 domaines principaux, qui sont la théorie des formes, la philosophie comme une sorte de quête de la vérité, quête du savoir, et puis dernièrement la philosophie plus politique de Platon. Donc, on va commencer tout de suite avec la théorie des formes. La théorie des formes, elle est vraiment centrale dans la philosophie de Platon. Et elle est centrale parce que, en fait, toutes ces idées qui vont par la suite découler, eh bien, elles sont un petit peu issues de cette théorie principale. L'idée, si vous voulez, c'est que pour Platon, il existe 2 mondes. Le monde sensible, dans lequel on vit, qui est composé de matière, qu'on peut toucher, qu'on peut voir avec nos sens, et puis le monde intelligible, qui, pour Platon, est le monde réel, qui est plus véritable, et qui est plus parfait, qui est immuable, éternel, c'est-à-dire qui ne change jamais, et puis qui correspond toujours à lui-même, qui est toujours identique à ce qu'il correspond. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, parce que justement, normalement, on se dit que le monde qu'on peut toucher, sentir, voir avec nos sens, on a tendance à considérer que c'est vraiment le monde réel, et puis que le monde des idées, le monde de l'imagination, même si c'est pas tout à fait, enfin, c'est pas du tout ce que Platon entend par les idées, mais on pourrait se dire, voilà, que c'est beaucoup plus abstrait, et que c'est beaucoup moins réel. Mais pour Platon, la réalité, ce sont les formes, parce que les formes, elles sont parfaites. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait considérer un lit, c'est un exemple que Platon prend par ailleurs, et puis on a un lit qui est dans notre chambre, qui a une existence matérielle, qui a une certaine texture, une certaine couleur, etc. Mais le problème, c'est que ce lit, il va se détériorer avec le temps. Il va changer un petit peu d'identité, et au bout d'un moment, ça cessera d'être le même lit. Parce que, en fait, pour Platon, ce lit, ce n'est pas le lit véritable, c'est simplement une copie, une imitation, l'ombre d'un lit qui se trouve dans le monde des idées, et qui lui est parfait, idéal, qui ne change jamais, qui correspond toujours à lui-même, et qui sert en fait du modèle pour tous les autres lits. Et cette idée du lit parfait, du lit véritable, eh bien elle restera toujours identique à elle-même, elle restera toujours parfaite. Et bon, là ça peut paraître un petit peu bête parce que c'est simplement un lit, mais Platon, lui, ce qu'il recherche véritablement dans ses idées, c'est de trouver la définition véritable, l'essence même de concepts comme, par exemple, la justice ou la beauté. Vous voyez, ce qui intéresse Platon, c'est pas de trouver un exemple particulier de ce qui est juste ou de ce qui est beau, mais c'est de trouver ce qui fait l'essence même de la justice et du beau, l'idée même de la justice et de la beauté. Et comme ça, on en arrive à notre deuxième thème vraiment important, qui est la philosophie comme quête de la vérité. Parce que précisément, la philosophie, c'est cette méthode qui va nous permettre d'accéder aux idées. Les idées qui correspondent à ce qui est véritable.
Donc dans ces dialogues, lorsque Platon discute avec ses interlocuteurs par le biais de la parole de Socrate, eh bien ce qu'il cherche à faire, c'est justement de repartir à l'essence même des choses pour trouver ce qui fait véritablement qu'une chose est une chose. Donc vous voyez, lorsqu'il s'intéresse à la justice, eh bien il va vraiment essayer de comprendre ce qui fait l'essence de la justice, ce qui fait qu'un acte juste est juste, et pas simplement de faire un catalogue en fait de différentes choses qui pourraient être justes. Parce que pour Platon, la méthode des sophistes, eh bien c'est un obstacle à la vérité en fait. Les sophistes, ils pensent connaître les choses, alors qu'en réalité, eh bien ce sont des charlatans, ils ne font que simplement vendre des cours en quelque sorte, mais ils ne connaissent pas l'essence véritable des choses. Et souvent dans ces dialogues, justement par le biais de Socrate, Platon, il cherche à montrer, souvent un petit peu par le biais de l'ironie, que les sophistes, voilà, ils sont pas du tout aussi calés d'une certaine manière qu'ils voudraient le faire croire. Pour Platon, c'est vraiment le philosophe, c'est lui qui doit faire découvrir la vérité aux autres, à ceux qui n'ont pas encore compris finalement ce que c'était que ce monde des idées, ce monde des choses véritables, et c'est un rôle très très important, hein, on va le voir par la suite justement, c'est un rôle qui va également se retrouver en politique, puisque le philosophe il a un rôle très très particulier. Mais en particulier, juste pour terminer par rapport à cette quête de la vérité, il y a une allégorie qui est très très célèbre dans la philosophie de Platon, qui est l'allégorie de la caverne. Et dans l'allégorie de la caverne, justement, Platon montre en quoi le philosophe il est très très important pour faire découvrir aux autres la vérité. L'idée de l'allégorie de la caverne, c'est qu'il y a des prisonniers qui sont enfermés toute leur vie dans une caverne, qui ont le dos tourné vers un mur et qui ne voient que des ombres qui sont projetées à partir d'objets qui sont éclairés dans leur dos. Et ce que Platon nous dit, c'est que ces prisonniers qui sont habitués à ne voir toute leur vie que des ombres, eh bien ils finissent par penser que ces ombres sont la vérité. Vous voyez, si vous n'avez pas d'autre réalité que ce que vous voyez, eh bien, effectivement, pour vous, la réalité, c'est précisément les ombres. Et ce que ça veut dire, cette allégorie, c'est qu'en réalité, c'est notre existence. C'est-à-dire que nous, on est habitués à vivre dans le monde sensible, le monde matériel, et on finit par croire que ce monde sensible, ce monde matériel que l'on voit tous les jours, c'est le monde véritable, c'est le monde réel. Alors qu'en réalité, il existe un monde véritable, un monde plus réel ailleurs, dont ce monde sensible n'est qu'une ombre, n'est qu'une imitation. Et le rôle du philosophe, c'est de nous libérer de force de nos chaînes, parce que la vérité, elle est parfois difficile à accepter, et de nous montrer que les ombres, ce ne sont pas la vérité, que le monde sensible, ce n'est pas la vérité, mais qu'il se cache un monde plus réel ailleurs. C'est de nous faire voir la lumière véritable, les idées, les choses mêmes, plutôt que simplement leurs imitations, leurs pâles copies. Et c'est pour ça que le rôle du philosophe, c'est pas simplement un rôle théorique, pour Platon, ça va avoir un rôle politique en fait. Et c'est comme ça qu'on en arrive à notre dernier thème qui est la justice et l'éthique, parce que dans son œuvre principale, La République, Platon, il décrit sa vision idéale de la société. Et dans cette vision idéale de la société, eh bien, il soutient que la justice, c'est vraiment un bien fondamental, et que la société idéale doit être gouvernée pas par n'importe qui, mais par ce qu'il appelle des philosophes rois. Et ces philosophes rois, par rapport à ce qu'on a dit juste avant, eh bien ce sont eux qui possèdent la connaissance des formes, et qui sont donc capables de prendre des décisions justes et éclairées. Et c'est pour ça que Platon il est assez critique à l'égard de la démocratie, parce que pour lui, pas n'importe qui peut posséder cette connaissance juste et éclairée des choses, et donc pas n'importe qui peut prendre des décisions qui vont être bonnes pour l'ensemble de la société. C'est simplement, il y a une vision très très aristocratique, donc le gouvernement de quelques-uns, et ces quelques-uns, là pour le coup, ce sont les philosophes, ceux qui sont capables de prendre les décisions parce qu'ils ont la connaissance véritable. Bon, alors simplement, vous allez me dire, très bien, mais il n'y a pas que des philosophes dans la société, donc comment est-ce que sont divisées les autres classes de citoyens? Eh bien, Platon il divise en 3 classes, donc on a, comme j'ai dit juste avant, les gouvernants, qui sont les philosophes rois, ensuite on a les gardiens, qui sont les protecteurs, qui sont chargés de maintenir l'ordre, et puis ensuite on a tout le reste des citoyens, qui sont chargés en quelque sorte de faire tourner la société. Et il y a une sorte de symétrie en quelque sorte entre la société et l'âme, qui a également une tripartition. On va pas rentrer vraiment dans le détail, mais bon, en tout cas c'est bon à savoir que cette vision de la société, elle se retrouve également dans l'individu, dans la personne, par le biais de cette tripartition de l'âme. Puisque chaque classe, comme pour une personne, eh bien, ça a une fonction spécifique. Et il faut vraiment que cette fonction soit bien accomplie pour que la société dans son ensemble fonctionne de la meilleure manière possible. Si vous voulez, en fait, si on n'a pas une harmonie entre ces 3 classes, eh bien, c'est impossible que la société soit juste, soit fonctionnelle, etc. Donc, il faut vraiment que chacun accomplisse son rôle et qu'il ne dépasse pas son rôle. Et donc, de la même manière que dans la société, chacun doit accomplir son rôle, dans l'individu, pour les questions éthiques, eh bien, c'est la même chose. Puisque l'âme, il y a une tripartition entre la raison, l'esprit, et puis le caractère plus passionnel, eh bien, on doit bien accorder également ces parties
pour être le plus moral, le plus juste, la meilleure personne possible. Donc en fait, pour résumer la philosophie à la fois politique et puis éthique, morale de Platon, on pourrait dire que la société, elle est juste lorsqu'elle est harmonieusement équilibrée, donc avec les différentes classes, les gouvernants, les gardiens, et puis le reste de la société qui se charge un petit peu de la faire tourner en quelque sorte. Et puis en soi, dans l'âme, il faut également qu'elle soit bien équilibrée, avec une juste harmonie entre la raison, l'esprit et puis la passion. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de Platon. Alors évidemment, on pourrait dire bien d'autres choses, parce que Platon, c'est vraiment un auteur majeur, et puis il a écrit beaucoup de choses. Whitehead, qui est un philosophe du XXe siècle, il disait que toute l'histoire de la philosophie occidentale, c'était qu'une note en bas de page de Platon, vraiment pour montrer son importance. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura donné envie d'en apprendre un peu plus sur Platon, et puis, je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.